j'évoque dans cet atelier sur la réhabilitation des surdité mixtes, sur les aspects biotechnologiques. On peut dire aujourd'hui, je le dirai rapidement, que la surdité a quasiment toujours une solution, plus ou moins complexe, plus ou moins puissante, et le choix qui nous est fait de savoir vers quelle solution nous allons orienter notre patient va dépendre de plusieurs facteurs, et on va essayer de les simplifier pour trouver la meilleure solution pour chacun de nos patients. La principale différence entre les différents systèmes qui existent sur l'apport de l'onde acoustique à la cochlée et la voie de passage. Et vous savez que la prothèse conventionnelle va transmettre les sons par la membrane tympanique, et dans le cas des surdités mixtes, il va falloir reconstruire de manière tout à fait pertinente l'oreille interne et la chaîne des osselets afin d'avoir une réhabilitation de qualité. Les conductions osseuses vont faire vibrer la cochlée de manière directe, et donc on s'exposera à la fonction de la réserve cochléaire. Est-ce qu'elle est suffisamment puissante pour autoriser une transmission acoustique à l'ensemble du crâne? Et l'avantage dans ce cadre des implants d'oreille moyenne en bas, c'est qu'ils vont pouvoir stimuler directement les restes cochléaires en faisant vibrer les structures ossiculaires restantes. On aura donc une transmission acoustique plus puissante en théorie, sous réserve de pouvoir implanter le patient. Les principaux points de discussion sur la décision d'une implantation d'oreille moyenne, quelle qu'elle soit, oreille moyenne ou conduction osseuse, sont tout d'abord les seuils auditifs. Est-ce que le patient a une valeur résiduelle auditive qui autorise telle ou telle solution? Les possibilités d'implantation, donc c'est l'anatomie et bien sûr l'historique otologique, quel est le passif du patient en termes de chirurgie, en termes de séquelles éventuelles, puisqu'il a une surdité mixte. Il faudra bien sûr regarder son âge et l'évolution prévisible de sa perte neurosensorielle, sur laquelle nous allons fonder notre décision et notre algorithme décisionnel de mise en place. Si un patient est trop âgé avec une réserve cochléaire trop basse, il faudra choisir une solution qui pourra évoluer avec sa perte. Bien sûr, le coût est un élément très important dans la décision, et les aspects cosmétiques également, mais à moindre degré. Donc voici les principaux points de décision, de réflexion, les critères auditifs, le coût, l'imagerie et l'anatomie, donc c'est l'histoire du patient qui va interférer sur le placement et le couplage de l'implant éventuel, et sur les possibilités d'IRM. Bien sûr, un patient qui a une histoire de cholestéatome ne va pas être éligible facilement à un implant d'oreille moyenne qui va contre-indiquer les IRM ultérieurs. Donc tout ceci, on va les détailler. Donc ce qu'on attend, nous, des dispositifs implantables, c'est de retrouver une stéréophonie. Donc il faut bien regarder l'audition contralatérale du patient afin d'être certain que nous allons pouvoir l'aider suffisamment. Si la solution que nous utilisons n'est pas assez puissante pour avoir une stéréophonie, on risque d'avoir un manque en termes d'amélioration de la qualité de vie. Et donc en matière de surdité mixte, ce qu'on attend, c'est d'être mieux qu'un dispositif en conduction osseuse, puisque le dispositif en vibration conduction osseuse, donc BHA, Ponto et autres, vont rattraper la conduction osseuse, mais vont généralement être incapables d'augmenter la puissance au-delà de la conduction osseuse, en dehors des derniers dispositifs plus puissants. Et donc les critères d'amélioration, c'est l'acoustique, c'est l'audition dans le bruit, c'est la clarté du son. Donc il y a pas mal de critères qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, ce qu'on regarde, c'est le seuil d'indication en conduction osseuse, et on regarde le gain sur la conduction osseuse qu'on va pouvoir apporter au patient, de combien on est capable de remonter cette conduction osseuse pour améliorer la qualité de vie. Donc l'avantage dans les surdités mixtes, pour ce qui concerne les implants d'oreille moyenne, c'est qu'ils sont capables de compenser des pertes vibratoires, et également qu'il y a moins de l'arsène, puisqu'un implant, lorsqu'il stimule la chaîne des osselets qui est intacte dans les surdité neurosensorielles, il crée une vibration tympanique, et cette vibration est récupérée à l'extérieur et crée un larsène, et ce larsène limite les capacités. En matière de conduction de surdité mixte, donc de transmission directe, dans ce cas c'est une implantation sur l'étrier d'un carina en schématique, il n'y a pas où il y a moins de l'arsène aérien, ce qui fait qu'on peut optimiser la puissance et qu'on peut gagner un peu plus de puissance. C'est pour ça que les patients qui ont une implantation sur l'étrier ont généralement de meilleurs gains que les autres. Et donc ça, c'est important à considérer. Donc c'est plutôt un avantage pour les surdités mixtes. Autant bien en profiter. Donc les solutions osseuses, elles vont être limitées en conduction osseuse par la valeur de la partie neurosensorielle, avec pour les solutions percutanées, on donne une valeur à 50 décibels en moyenne, et pour les solutions transcutanées, c'est-à-dire aimantées,
une valeur à 35-40 décibels pour être sûr que le patient ait un bénéfice. La dernière évolution du système cochléaire est donnée théoriquement pour aller récupérer des pertes auditives jusqu'à 65 décibels. Donc je pense que c'est une bonne chose et il faut absolument, lorsqu'on se pose la question, tester ce dispositif chez un patient avant de décider de tel ou tel type d'implant. Je vais aller très vite sur les dispositifs pour rester de manière plus générale, mais le Vibranson Bridge est très intéressant parce qu'il est simple chirurgicalement, il est très fiable, il n'y a quasiment pas de panne, les réglages sont très simples. Le seul problème dans les surdité mixte, et vous voyez la différence, là je fais passer la plage d'indication sur surdité neurosensorielle ou en surdité mixte, c'est qu'on est limité sur les fréquences moyennes à 40-45 décibels de perte pour être certain que nous aurons un bon bénéfice. Donc vous voyez que le VSB a quasiment la même plage d'indication qu'une BHA, à ceci près qu'il est implanté dans l'oreille avec une meilleure qualité sonore. Le Carina, plus complexe à mettre en place, mais il peut s'adapter aux situations anatomiques défaillantes, comme des étriers lisés, des platines restantes, ou éventuellement des fenêtres rondes, qui ne sont pas forcément la meilleure implantation, mais ça peut marcher. Donc c'est techniquement plus long, les réglages sont plus complexes, les nouveaux algorithmes de cochléaire sont très aidant pour les patients en termes de régulation automatique des larcènes, donc ça s'améliore. L'avantage du Carina, par contre, c'est qu'il est aujourd'hui fiable et relativement puissant, puisque vous voyez sa plage d'indication en jaune qui va bien au-delà des 65 décibels. On peut aller jusqu'à 70-75 décibels en perte neurosensorielle, et avec l'utilisation du bouton extérieur, on peut aller même chercher des surdité plus sévères, à ceci près que je ne suis pas très favorable à cette indication-là, puisque lorsqu'on est en surdité sévère, la réserve cochléaire n'est pas très importante, et en termes de qualité acoustique, parfois une surdité mixte est très bien réhabilitée par un implant cochléaire pour les surdités sévères, donc ça reste à discuter. Vous voyez la différence avec la zone d'indication des BAHA. Voilà, donc l'implant Carina, en haut à droite sur la petite vidéo, on doit calculer la distance pour aller se fixer sur l'étrier, mais une fois qu'on a bien calculé cette distance, vous voyez en bas, le couplage est parfait. Lorsqu'on bouge l'implant, c'est l'étrier qui bouge, et vous avez donc quelque chose d'assez fiable et stable sur le long terme. Donc je ne vais pas détailler la chirurgie, mais avec un peu d'entraînement, c'est une chirurgie qui est plutôt agréable, puisqu'elle correspond bien au principe de réhabilitation des surdités mixtes en termes de tympanoplastie. Donc, en gros, les 4 points de discussion sont la réserve cochléaire et la possibilité de placement de l'implant. La réserve cochléaire, il faut bien regarder, comme je vous l'ai dit au début, l'oreille contralatérale. Est-ce que le patient va pouvoir avoir une stéréophonie? Et ensuite, regardez le rhinodiométrique. S'il y a un rhinodiométrique de moins de 30 décibels, en général, un appareillage conventionnel peut tout à fait suffire. Ça ne sert à rien de se poser la question sur des solutions plus complexes. Et si l'appareillage est bien sûr positionnable chez le patient. Ensuite, si ce n'est pas le cas, on va regarder la valeur de la conduction osseuse. Et la valeur de conduction osseuse à 45 dB est une bonne moyenne pour juger de l'opportunité d'un implant en conduction osseuse. On peut descendre à 60-65 avec le super power de cochléaire. Mais donc on regardera donc la stéréophonie et la conduction osseuse. Et on va bien sûr utiliser cette conduction osseuse comme élément de décision sur le type de dispositif. Ensuite, on regardera bien sûr par rapport à cette CO l'âge du patient, et d'essayer de voir si cette CO va évoluer rapidement ou pas rapidement, et quelle solution va pouvoir s'adapter au vieillissement du patient. Bien sûr, le patient doit essayer des prothèses, conduction osseuse, appareillage conventionnel, avant de pouvoir être mis dans le bras de la décision chirurgicale. Donc en gros, pour une courbe osseuse à moins de 40 décibels, ou meilleur que 40 décibels, pardon, tout est utilisable, un VSB, un Carina, un implant conduction osseuse de type même magnétique, transcutané. Quand on descend un petit peu, on va éviter les systèmes magnétiques ou transcutanés, on va se mettre sur des conductions osseuses sur piliers, mais bien sûr un VSB ou un Carina sont tout à fait utilisables. Lorsqu'on descend un petit peu au-dessus de 45, là on va se poser la question d'une prothèse osseuse plus puissante, du Carina et le VSB en fonction des courbes auditives, et attention à l'âge du patient, parce que si le patient descend trop sa CO, le VSB ne sera pas assez puissant pour l'aider, bien que ce soit un implant qui soit extrêmement performant dans le cas contraire. Et après, comme je vous le disais, quand c'est 70-80, on pourra se poser la question d'un implant d'oreille moyenne pour une surdité sévère, ou alors de passer à un implant cochléaire si vraiment la compréhension, la discrimination n'est pas bonne. La possibilité de placement de l'implant c'est un point très important. L'histoire médicale va nous dire déjà ce qu'on va retrouver, et l'autoscopie va tout nous dire. Si on a un tympan latéralisé
On sait qu'on pourra très bien se placer derrière. Si on a un tympan rétracté, comme l'image à droite, un implant Carina va avoir du mal parce que la rétraction de tympan doit être traitée. Sinon, elle va toucher le dispositif vibrant et obérer les résultats. Ensuite, le scanner va nous dire où se coupler. Est-ce qu'il reste un osselet? Est-ce qu'il reste un étrier? Est-ce que l'accessibilité de la fenêtre ovale est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas d'épanchement dans l'oreille moyenne trop important? Est-ce qu'on a une chance ou un risque de fixation de l'étrier? Parce que si l'étrier est fixé, bien sûr, ça va être compliqué de pouvoir s'y coupler. Donc tout ça, c'est une évaluation classique avant une chirurgie d'oreille moyenne. Donc voilà, en haut à gauche sur ce scanner, une oreille moyenne qui est complètement pleine, mais avec un étrier présent, ici vous le voyez sur la flèche, et cet étrier présent nous permet de penser qu'on peut se placer. Donc ce patient a eu un Carina et qui a très bien fonctionné. En haut à droite, on voit qu'il reste une fosse ovale qui n'est pas accessible, et donc c'est sûr que là le couplage va être complexe. Ici en bas à gauche, vous avez une latéralisation de tympan avec un toit du rocher un peu bas, donc c'est aussi quelque chose qui va être pris en considération pour placer un implant Carina. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre, donc on préférera ici un VSB qui pourra se fixer ici sur l'étrier qui est présent. Voilà, un tympan latéralisé, c'est quand même une bonne indication d'implant d'oreille moyenne. Les techniques ouvertes, voilà, c'est une bonne question. Ce n'est pas une très bonne indication d'implant Carina, c'est plutôt une indication de conduction osseuse ou alors d'implant VSB, à ceci près qu'on peut penser à reconstruire un conduit, mais ça commence à être un petit peu complexe et ce sont des cas un petit peu particuliers. Les contre-indications à l'IRM, c'est très important puisque les implants ne sont pas tous compatibles avec l'IRM. Il y a deux problèmes dans l'IRM. Il y a le problème de l'artefact, donc de la gêne de la visualisation, et le problème de la démagnétisation. Alors l'artefact, c'est compliqué parce que si on a un cholestatome, un patient qui a eu un neurinome ou un méningiome, ou d'autres pathologies somatiques au niveau du rachis, tout est contre-indiqué puisque l'implant Carina ne va pas pouvoir supporter l'immersion dans un champ magnétique. Donc même une IRM de genou va être complexe. Donc ça reste quand même un frein important à son utilisation. Mais bien sûr, toutes les pathologies homolatérales de l'oreille, quel que soit l'implant, un bone bridge, même une BHA, tract magnétique, ou même un VSB, vont être mal surveillés en IRM. Donc pensez bien à ça. Ici, voilà, ça c'est une image de bone bridge avec une extinction complète du rocher homolatéral. Donc on peut, et pour la tract c'est la même chose, on ne peut pas, même si l'implant va résister à l'IRM, on ne peut pas surveiller ces patients de près. Le coût, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des budgets qu'on peut avoir. Donc les implants diminuent. Il y a le VSB qui est remboursé aujourd'hui dans les solutés mixtes, qui est une très très bonne chose pour les patients, avec un coût qui est équivalent à celui d'une BHA. Et donc les patients souvent arrivent à avoir des remboursements, ce qui nous permet de les aider. Pour l'instant, ce n'est pas le cas pour le Carina, donc il y a vraiment, en fonction des patients, au cas par cas à discuter. La valeur médico-économique avait été démontrée par SNIC et par d'autres articles. Alors c'est vrai que dans les solutés mixtes, c'est là où on a une valeur médico-économique. Dans les solutés neurosensorielles, il n'y a pas de valeur. C'est pour ça que le VSB a eu ce remboursement. Bien sûr, on regardera au-delà des indications de conduction osseuse, parce que si on a une conduction osseuse qui est possible, c'est quand même plus simple de la proposer. Et le coût-bénéfice sera bien sûr au cas par cas, et on regardera bien encore une fois l'âge du patient. Ça ne sert à rien de proposer un implant coûteux si on l'utilise pendant 2-3 ans, parce que le patient va se dégrader. Du point de vue du patient, c'est une discussion. Si le patient ne se baigne pas et est plutôt un plongeur du dimanche, une BHA sera tout à fait utile. Mais si un patient a une grande activité de baignade, peut-être qu'un implant Carina qui lui permettra de se baigner à nouveau tout en entendant, sans arrêter son implant, les patients qui ont ce dispositif et qui se baignent régulièrement ont une qualité de vie qui est nettement améliorée parce qu'ils oublient quasiment qu'ils sont sourds, puisqu'ils peuvent se rebaigner après avoir été privés de baignade pendant plus de 20 ans. Ils ont un tympan sec et un implant qui leur permet d'entendre. Donc c'est quelque chose à réfléchir dans la discussion, mais qui vient en fin d'arbre de décision. Voilà ce que je vous disais au début, c'est les résultats qu'on a eus avec Stéphane Tringali sur les implants Carina. Vous voyez le gain au-dessus de la courbe osseuse qui est en jaune et noir, pré-op, post-op. Voilà, on a quand même un petit gain d'environ 30 décibels sur la courbe aérienne, donc c'est bien, et on a un gain sur la courbe osseuse d'environ 13 décibels, ce qui est très intéressant, puisque c'est ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de l'implant, d'avoir un gain sur la CO pour améliorer encore plus par rapport à une conduction osseuse l'acoustique des patients. Donc en gros, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de grande limite à l'utilisation des implants d'oreille moyenne, il faut choisir le bon implant, ni aux implants en conduction osseuse. Il y a le coût qui va rentrer en ligne de compte de façon importante, mais en général, on a toujours un implant qu'on peut positionner en fonction du patient. Il faut un bon bilan auditif et bien sûr un bon bilan radiologique. Il faut attendre pour moi, à mon sens, au moins 5 ans après un cholestatome pour implanter, pour être certain qu'il n'existe pas de résiduel, sinon l'IRM sera vraiment compliqué.
Il faut un implant qui soit puissant, il faut l'adapter à la courbe osseuse, à son évolution en fonction de l'âge. Il faut un bon couplage, c'est-à-dire qu'il faut optimiser la puissance et réduire le larcène, donc il faut qu'un couplage de l'implant soit parfait, sans contact osseux, comme une ossiculoplastie. Donc il faut un bon chirurgien entraîné à la chirurgie de l'oreille moyenne, donc c'est un otologiste qui a l'habitude de la chirurgie de l'oreille moyenne prendra plaisir à mettre un implant d'oreille moyenne. Il faut un très bon pharmacien pour financer votre implant, et il faut un patient qui a bien compris tout ça et qui connaît les contraintes et désagréments des implants et des prothèses, qui a rencontré des patients auparavant, afin d'avoir une bonne idée de ce que va être sa vie avec son implant auditif. Voilà le message que je veux vous faire passer aujourd'hui.